Koae, je suis Chris Léo. Alors récemment, c'était le jour de l'an. Le jour de l'an dans notre calendrier grégorien. Et nonobstant le fait que j'ai toujours plus ou moins fait quelques festivités ce jour-là, comme bon nombre de gens autour de moi, j'ai fini par associer ce jour à un autre rituel que je me suis mis à faire depuis un certain temps, un rituel que je répète un certain nombre de fois de l'année et un rituel que j'ai qualifié d'étape ascensionnelle. Ainsi, il y a quelques jours dans l'année que j'ai décidé de consacrer à ce, à ce, à ce rite, en fait, voilà, à, qui est en rapport avec un exercice de méditation, des exercices de méditation que je me suis mis à faire depuis quelques années, en fait. Alors, il s'agit d'exercices qui se sont imposés au bout de plusieurs années, au bout de près de 30 ans de philosophie. Euh, oui, pour la petite histoire, sans rentrer vraiment dans les détails, à la base, depuis tout petit, je voulais faire carrière d'auteur de bande dessinée. Ceux qui me connaissent assez bien doivent plus ou moins avoir conscience de ça. Et, euh, Et puis, mais il se trouve que je suis né avec plusieurs problèmes de santé, que plusieurs problèmes de santé se sont développés puis aggravés avec les années. Et au point que l'année où j'étais, ma dernière année au lycée, mon état de santé s'est tellement aggravé que j'ai eu du mal à tenir jusqu'au baccalauréat. Et après le baccalauréat, mon état de santé a fait que voilà, j'ai été bloqué dans mon élan. Mais il y a eu quelque chose de particulier l'année du baccalauréat, c'est que j'ai découvert la philosophie. Et parce que c'était en terminale qu'on nous enseignait la philosophie pour la première fois. J'avoue que je ne sais pas si ça a changé depuis, hein, mais il ne me semble pas qu'on enseigne la philosophie avant la terminale. En tout cas, à l'époque, c'était le cas, on n'enseignait pas la philosophie avant la terminale. Le mot philosophie, je le connaissais avant, mais comme bon nombre de gens, souvent tu ne sais pas vraiment. Je vois autour de moi, hein, beaucoup de gens ne savent pas ce que le mot philosophie veut dire, et beaucoup de gens lui donnent un sens qui n'est pas le bon sens en fait, hein. Et du coup, j'ai vraiment découvert ce qu'était la philosophie quand j'étais en terminale. Et ça a changé ma vie. Et du coup, je me suis mis à vraiment découvrir une autre voie, une autre passion. J'avais ma passion pour l'art, même plus largement enfin, j'avais ma passion pour la bande dessinée bien précisément, mais ma passion pour la bande dessinée faisait partie de ma passion pour l'art plus largement, parce que j'étais passionné par l'art, je suis toujours passionné par l'art, par les arts, mais après plus spécifiquement pour la bande dessinée, mais quand même les arts en général étaient une grande passion en fait, hein, et le sont toujours, hein. Mais là, j'ai découvert que j'étais aussi passionné par la philosophie. Et en réalité, je l'étais déjà avant sans le savoir, hein. J'avais déjà euh, quelques attitudes qui montraient que j'avais déjà des propensions pour pouvoir aller vers la philosophie avant, mais quelque part le cadrage qui m'a été montré en terminale par Monsieur Sakocho, mon professeur de philosophie à ce moment-là. Alors au passage, je fais un petit co-AE à Monsieur Sakocho, Monsieur Sakocho qui a changé ma vie, hein. Oui, après, peut-être que justement, j'avais aussi des maladresses dans la méthode philosophique avant de découvrir vraiment ce qu'était la philosophie, même si quelque part je me rends compte avec le recul que j'avais déjà des propensions à pouvoir aller vers cette voie. Mais sans le cours de Monsieur Sakocho, sans être allé jusqu'en terminale, peut-être que j'aurais fait l'erreur, j'aurais continué dans les erreurs dans lesquelles j'étais, hein. Après, certains soutiendront que je suis toujours dans les erreurs parce que je vais dans des théories métaphysiques, mais un philosophe peut aller dans des théories métaphysiques comme dans des théories pragmatiques. Ce qui fait de lui un philosophe, c'est que vraiment il suit une méthode rigoureusement correcte philosophiquement parlant. Et après, philosophiquement parlant, le débat est ouvert entre les philosophes, qu'ils aillent vers la métaphysique ou vers le pragmatisme. Voilà, alors toujours est-il que
quand j'ai découvert, en plus Monsieur Sakocho, il n'est pas des masses vers la métaphysique, et pourtant je le respecte, et je me rendais compte aussi qu'il respectait les philosophes qui allaient vers la métaphysique, alors que lui, c'était pas sa voie. Alors, ouais, du coup, ouais, en tout cas, Monsieur Sakocho, ouais, il a vraiment changé ma vie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand ma santé s'est déglinguée, que je n'ai pas pu m'investir dans ma carrière d'auteur de bande dessinée, et parce que j'ai passé une bonne dizaine d'années cloué sur les WC du matin au soir. Voilà, sans en dire plus loin. Et certains comprendront pourquoi il y a tant de vidéos où je plaisante sur ça, mais j'ai préféré rire de quelque chose qui m'a vraiment fait chier, plutôt que d'aller vers les pensées les plus noires. Et même les 20 années qui ont suivi, c'était encore très très chiant, même si ça l'était moins en fait. Mais voilà, et ce qui s'est passé, c'est que au bout de toutes ces décennies assis sur les WC, ben, ne pouvant pas trop m'investir dans la bande dessinée, et cette passion qui a émergé avec la philosophie, ben, je m'y suis beaucoup plus accroché que ce que je l'aurais fait autrement. Et du coup, j'ai beaucoup philosophé sur les WC. La philosophie sur les WC, ça pourrait être le titre d'un livre. Ben, c'est dommage, je donne l'idée alors que je ne l'ai pas fait. Peut-être que quelqu'un va me l'appliquer. Ben tant pis, on pourra voir cette vidéo et se rappeler que je l'avais dit avant. Bon, alors, bon, toujours est-il que, ouais, bon, ma philosophie pendant ces quasiment 30 ans sur les WC, en grande partie, ben, ça a évolué. Hein. C'était pas. D'abord, j'ai commencé à aller vers vraiment de la métaphysique, puis à un moment, je suis allé vers quelque chose de plus pragmatique, mais je suivis le raisonnement, hein, je suivais le raisonnement sans savoir où j'allais aller. Hein. Et puis, il y a eu des rebondissements, en fait. Hein. Et puis, et à un moment, je suis arrivé à ma théorie de l'illusion du réel. Et voilà, nous faisons tous partie du tout, d'après cette théorie, et tout dans le tout n'est qu'illusion du réel. Nous participons d'une sorte de rêve partagé, en fait. Voilà, bon, là je donne la conclusion sans donner le raisonnement qui a conduit à la conclusion, et en philosophie, c'est pas la conclusion qui compte, c'est le raisonnement qui le justifie. Alors il y a des tas de gens qui vont crier, qui vont s'insurger contre ma conclusion parce qu'elle leur plaît pas. Bon, ils ont le droit hein, de ne pas l'aimer, mais en philosophie, rationnellement, on ne rejette une conclusion pas parce qu'elle ne nous plaît pas, mais parce qu'on a lu le raisonnement et qu'on trouve des objections. Et voilà, et bon, après on fait ce qu'on veut, on a le droit de ne pas être philosophe aussi. Hein. Et voilà, en fait, on choisit pas. Je n'ai pas choisi les différentes conclusions que j'ai eues. Après, certaines, j'ai fini par les renier et par aller dans d'autres directions. Mais chaque fois que j'ai fait ça, c'est parce que mon raisonnement a fini par me montrer des erreurs dans le précédent raisonnement et d'où les rebondissements en fait. Hein. C'est jamais parce qu'une conclusion me plaît ou parce qu'une conclusion ne me plaît pas. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, j'ai développé cette théorie de l'illusion du réel. Mais à un moment, oui, mais en fait, cette conclusion, il y a eu un rebondissement beaucoup plus récemment dans cette conclusion, c'est que j'en suis arrivé à la théorie qu'on pouvait prendre le contrôle de l'illusion du réel, théorie qui ne s'est pas imposée d'emblée en fait. Hein. Et pareil, je donne les conclusions sans donner le raisonnement. Si on veut savoir le raisonnement, il y a des vidéos qui en parlent, c'est facile, hein, on cherche l'illusion du réel, le tout, moi et l'illusion du réel, voilà les titres que j'ai pu mettre. Voilà, pour que je fasse pas une vidéo trop longue là, parce que là c'est pas le but de celle-là. Alors, voilà, ce qui s'est passé donc, c'est que quand la théorie a évolué vers ça, j'ai commencé j'ai commencé à développer des techniques de méditation justement pour m'harmoniser avec le tout et prendre le contrôle de l'illusion du réel à mon avantage. Et pour faire ce que j'appelle l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence. Parce qu'en fait, quand on prend conscience qu'on rêve dans le sommeil paradoxal, on peut prendre contrôle du rêve. Et dans ma théorie, puisqu'on est dans une sorte de rêve partagé dans l'illusion du réel qui est un rêve avec un grand R, si on en prend conscience, on peut prendre le contrôle de ce rêve et orienter notre vie à notre avantage. Et bon, voilà, pareil, hein, là il y a un petit morceau de raisonnement, mais il y a un peu plus si on regarde les vidéos spécifiques. Si on lit les textes spécifiques, il y a notamment des textes que j'ai mis sur Tipeee. Du coup, on peut suivre les liens et aller lire sur Tipeee. Ou il y a des vidéos qui sont disponibles que sur Tipeee au passage. Alors, ouais, sinon,
Ouais, du coup, ça m'a amené à développer des techniques de méditation qui permettent de mettre en pratique ça. Alors là, sur le mot méditation, il est important que je précise, surtout ceux qui s'y connaissent en philosophie, qui peuvent se trouver que j'emploie le mot méditation mal à propos, ben c'est-à-dire que le mot méditation est popularisé dans un sens que j'évoque là, mais à la base, le vrai sens du mot méditation a rapport, bon, je ne veux pas trop m'étendre, mais en fait, le sens initial, ça veut dire réflexion, voilà. Et par exemple, René Descartes a écrit un livre qui s'appelle Méditation métaphysique, ben, c'est juste des réflexions sur les questions métaphysiques. Voilà. Et, euh, et en fait, tandis que. Oui, en fait, pour faire. Je m'étends un petit peu, allez. C'est-à-dire que quand tu es dans les. Quand tu penses. Allez, si on veut bien m'autoriser le barbarisme, hein, ceux qui m'ont écouté par ailleurs comprendront pourquoi je dis ça. Voilà, quand tu penses, ben voilà, euh, tu es, voilà, tu es dans ce qu'on pourrait appeler la pensée médiate. Quand tu dis que tu penses, tu es dans ce on pourrait appeler la pensée médiate. Alors pour bien comprendre ce que j'entends par la pensée médiate, ben déjà il faut bien comprendre que média, c'est l'opposé de immédiat. Bon, immédiat, c'est un mot très populaire. Média pas dans le sens les médias, quoi, tu peux voir à la télé ou à la radio, ça n'a rien à voir, hein. Là, c'est média avec un T. Et voilà, le mot immédiat est très populaire, le mot média ne l'est pas, mais si tu réfléchis bien, immédiat, c'est la négation de média. Immédiat, ça veut dire tout de suite, c'est très rapide, et média, ben, ça prend son temps. Et voilà, et du coup, en fait, il y a la pensée médiate, c'est la pensée qui prend son temps, et la pensée immédiate, c'est la pensée quasiment instantanée, rapide en fait, et la pensée instinctive en fait. Et voilà, et des fois, il y a des gens qui disent, là, des fois, si tu es avec quelqu'un et que des fois tu lui dis à quoi tu penses, le gars il peut te répondre, ah mais je pense à rien. Et en fait, tu ne peux pas n'avoir aucune pensée qui traverse ta psyché, hein. Du coup, l'expression je pense à rien pour dire qu'il n'y a pas de pensée dans ta psyché, ben, elle est fausse. Et mais en fait, quand tu dis je pense à rien, en fait, il y a des pensées qui te traversent, mais c'est des pensées rapides, des pensées fugaces, c'est la pensée immédiate. Et quand tu es concentré sur tes pensées, les pensées prennent leur temps, c'est la pensée médiate. Et c'est là qu'il y a la réflexion. Et de média vient méditation, et c'est pour ça qu'à la base, méditation, ça veut dire réflexion en fait. Mais après, quand on a découvert les pensées orientales, avec toutes ces disciplines, ces exercices de concentration, on a pris le mot méditation pour traduire certainement il aurait fallu peut-être traduire autrement à la base parce que ça s'oppose au mot méditation dans le sens que nous on l'entendait en Occident. Parce que la méditation dans ces disciplines-là, ça irait pas trop dans le sens de prendre son temps sur les pensées, de s'arrêter, de traîner. Ça irait plutôt souvent dans l'idée de faire une sorte de vide, du coup d'aller plutôt dans de l'imméditation en fait, comme immédiat en fait. Mais après c'est peut-être pas toujours dans ce sens-là. Alors bon, toujours est-il que voilà, moi j'ai fait des méditations philosophiques, donc des réflexions philosophiques qui m'ont amené à mes conclusions, mais elles m'ont amené à développer des techniques de méditation dans l'autre sens du terme, et que j'ai mis en pratique justement pour prendre le contrôle de mon rêve, dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. Alors du coup j'ai commencé ça, enfin, ça fait un moment que j'ai ces idées, ces visions des choses, j'ai commencé à méditer plutôt pour mon devenir, pour arranger certaines choses, et quelque part je baissais les bras pour ma santé, j'essayais de me projeter des choses, comme me projeter une réussite personnelle, mais je me voyais toujours malade, c'est ça qui est dingue. Je me voyais projeté pour réussir, pour devenir riche, par exemple. Bon, certains vont crier au scandale que le gars il veut devenir riche, mais parce que certains te diront mais ça sert à rien d'être riche. Mais disons que moi pour mes projets artistiques, voilà, pour mes projets artistiques, si tu veux juste mener une vie normale, ne pas avoir de problème d'argent, ne pas te prendre la tête et ne pas crever de faim, mener une vie confortable, tu n'as pas forcément besoin d'être multimilliardaire. Mais, euh, mais si tu as des ambitions artistiques, si tu crées des bandes dessinées et que tu as envie qu'elles soient adaptées au cinéma et que tu ne veux pas vendre tes droits et que tu veux financer toi-même les films, ben il faut être multimilliardaire. Et ben c'est effectivement mon projet.
Je veux pouvoir déjà éditer mes bandes dessinées et mieux les diffuser, ce que je ne peux pas encore faire à l'heure actuelle. Et je veux après les faire adapter au cinéma et tout contrôler sans vendre les droits. Du coup, il faut que je devienne multimilliardaire. Et du coup, ça fait plusieurs années que je médite pour devenir multimilliardaire. Et petit scoop, je n'y suis pas encore arrivé. Mais je continue de méditer. Mais voilà, j'en étais sur ces méditations-là. Et j'étais sûr d'y arriver. Et pourtant, je n'arrivais pas à me mettre dans l'esprit que je pouvais méditer pour améliorer mon état de santé. Alors j'ai fini par admettre que c'est pas que si je peux mais quelque part c'est parce qu'il y avait un blocage. Hein. J'avais ces problèmes de santé depuis tellement longtemps que je n'arrivais pas à admettre que je puissais me les enlever alors que ma théorie me disait que je pouvais. Et alors il s'est passé que à un moment je me suis vraiment décidé à méditer pour m'enlever mes problèmes de santé. Alors c'est au cours de l'été 2017 que je me suis mis vraiment à fond. Alors, quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé très rapidement à avoir des progrès sur les différents symptômes que j'avais. Et je n'ai pas guéri de tous mes problèmes de santé, mais j'ai diminué tous mes symptômes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Notamment, ces problèmes qui m'ont bien fait chier pendant plusieurs décennies me font toujours chier, mais j'en chie beaucoup moins. Alors je chie beaucoup trop, toujours beaucoup trop, mais je chie beaucoup moins que ce que j'ai chié par le passé, et du coup je vais méditer pour que ça soit encore mieux. Et au passage, voilà, je m'harmonise avec le tout dans mes méditations, et puisque tout est connecté dans le tout, puisque tout n'est qu'illusion du réel, puisque la séparation entre moi et les autres n'existe pas, tout n'est qu'illusion du réel, je médite pour enlever mes problèmes de santé de mon corps, et pour les envoyer dans le corps des personnes qui m'ont fait chier. Voilà, et c'est comme ça que je médite pour enlever mes problèmes de santé, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de plus en plus de progrès. Alors voilà, mais il y a encore des progrès à faire, mais je continue à méditer. Alors oui, donc voilà, il y a des progrès à faire, les symptômes ont baissé, certains ont bien baissé, et il y en a même il y a un de mes symptômes, une de mes maladies qui a vraiment guéri. Alors c'est pas la maladie la plus chiante, mais quelque part ça a l'air de rien comme ça, mais c'était assez chiant, c'était assez embêtant. Voilà, le mot chiant, il irait plus pour l'autre, qui est plus approprié. Alors c'est ma rhinite chronique, c'est-à-dire que j'avais pas trop, j'avais un peu communiqué dessus, mais pas tant que ça. Il y a aussi des vidéos qu'on pourra mieux comprendre, parce qu'en fait toute ma vie j'ai eu une rhinite chronique. C'est une maladie qui me donnait les symptômes du rhume. Ça ressemblait au rhume, hein, mais j'avais tous les jours les symptômes du rhume. Quand je rencontrais quelqu'un et que je passais une journée avec la personne très vite me disait mais t'es enrhumé. Et je lui disais ah mais c'est comme ça tous les jours et ça a toujours été comme ça. Alors quand on me rencontrait pour la première fois, on croyait que j'étais enrhumé. Bon, si on passait très peu de temps avec moi, non, on s'en rendait pas compte, mais dès qu'on passait quelques heures avec moi, on croyait que j'étais enrhumé. Et je devais toujours expliquer que c'est comme si j'étais enrhumé tous les jours, toute l'année. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait très tôt aussi des vidéos où on me voit me moucher. C'est un petit clin d'œil à ma rhinite chronique. Et alors, ma rhinite chronique, j'étais un peu, je faisais avec, hein, franchement. Hein. Mais bon, ça amusait beaucoup de monde. Hein. J'ai été en dédicace dans des festivals du livre. Je me rappelle d'un auteur de BD qui était en dédicace avec moi. Tout le week-end, à la fin, il m'a surnommé le saxophoniste fou. Ça tombe bien parce que mon père jouait du trombone. Voilà, du coup, ouais, ça faisait beaucoup rire les gens. Hein. Même les libraires de bande dessinée que je côtoie, parce que je vais beaucoup dans les librairies de bande dessinée, ils ont pu que remarquer que je me mouchais beaucoup. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué les gens qui me côtoyaient de près, hein, mes amis les plus près. Hein. J'ai été en dédicace à un festival dans les Hautes-Alpes. Il y a un ami, à un moment, et pendant que j'étais en train de me moucher, il est venu me filmer, il a voulu immortaliser l'événement. Tout le monde trouvait ça drôle quand je me mouchais. Ouais, parce que je me mouchais beaucoup, et en plus, très bruyamment. Et je ne faisais pas exprès. Hein. Et oui, il y a eu je me rappelle d'un ami qui croyait que je le faisais exprès. Ouais, il y a des gens qui aiment bien te juger. Hein. Il y a des gens que quand ils n'arrivent pas à te comprendre, ils te jugent parce que ça demande trop de travail de comprendre les autres en fait. Du coup, c'est plus simple de juger. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il m'avait dit le gars? Ouais, mais non, mais
ouais, il commençait à sous-entendre que je me mouchais comme ça par toc en fait. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ma mère a constaté que j'avais vraiment besoin de moucher parce que d'ailleurs comme en réalité ça me gavait. Alors quand j'avais besoin de moucher, souvent j'attendais vraiment un maximum pour le faire parce que c'était trop rapproché, ça me gavait en fait. Et des fois j'étais à table avec ma mère, parce que je suis souvent invité à manger chez ma mère, hein. Et faut dire que c'est meilleur quand je mange chez ma mère que chez moi. Et souvent c'est arrivé que j'étais à table chez ma mère en train de manger face à elle, et au bout d'un moment ma mère elle me dit mais attends, mais tu respires mal, va te moucher. Elle entendait que j'étais en lutte, parce que j'étais en lutte, et je lui disais non mais j'arrête pas, ça fait déjà 10 minutes que je me suis mouché, je veux encore tenir un peu. Et du coup ouais, donc c'était pas par plaisir que je me mouchais quasiment toutes les 10 minutes. Et au bout du compte, ouais, et elle se rendait compte que j'étais gêné, que je luttais. Et alors l'autre qui sous-entendait que non, je le faisais parce que c'était un plaisir, un toc, non, non, carrément, le nez, il réclamait beaucoup. Et puis, après, c'est ma parole, certains y croiront pas. Ça, je peux pas le prouver rien qu'en le disant, mais je le dis parce que c'est mon témoignage. Ma rhinite chronique était diagnostiquée, hein. J'ai vu un spécialiste, hein, donc c'est officiel, hein, voilà. Mais bon, après, voilà. Bon, de toute manière, je cherche pas à prouver, je fais mon petit témoignage, voilà, c'est le but de cette vidéo. Voilà, bon, en tout cas, toujours est-il que ouais, voilà, mais ma rhinite chronique, c'est ma plus grosse victoire. Et j'ai continué à méditer. Dès que j'ai commencé à méditer je crois que c'est en juillet, hein, 2017, hein, que j'ai bien commencé à méditer pour faire partir tous mes symptômes. Et la rhinite chronique est la première à être partie. Enfin, les autres ne sont pas vraiment partis, mais il y a eu de grosses améliorations, mais énormes, hein. Mais la rhinite chronique, elle est vraiment partie. Mais pas de suite, mais ça a vraiment baissé. Et à un moment, j'en suis arrivé, octobre 2017, j'ai eu mon dernier rhume. Et j'ai plus de rhume depuis. Alors il faut savoir que quand j'étais pas enrhumé, les gens croyaient que j'étais enrhumé. Mais en octobre 2017, j'avais déjà bien vaincu ma rhinite chronique, je chope un rhume, ce rhume était moins pire que ma rhinite chronique tous les jours jusqu'à présent. C'était tellement moins pire que si je disais pas que j'étais enrhumé, on s'en rendait pas compte. Moi je voyais que j'étais moins bien que les jours précédents, enfin que les... Ouais, j'étais pas moins bien qu'avant juillet, que j'avais vraiment encore la rhinite chronique, mais j'étais moins bien que quelques semaines avant d'attraper le rhume. Voilà. Et en réalité, j'étais mieux qu'avec ma rhinite chronique. D'ailleurs, j'avais un ami à qui j'avais dit que ce que j'étais en train de faire. Quand je lui ai dit que j'étais enrhumé, il m'a dit mais on dirait même pas que tu es enrhumé. Et il m'avait vu précédemment avec la rhinite chronique, et il voyait que quand j'avais la rhinite chronique, on croyait que j'étais enrhumé. Voilà. Mais du coup, j'ai fait partir ma rhinite chronique. J'ai attrapé un dernier rhume qui se remarquait même pas. Il n'y avait que moi qui étais gêné dans mon corps. Et après, plus rien. Voilà, plus rien. Et du coup, je sais que j'ai eu une petite rechute à un moment, parce que je devais continuer à méditer pour pas que ça revienne, comme je le fais pour mes autres problèmes. Et j'ai eu une rechute à un moment de rhinite chronique, mais puis c'est parti. Et maintenant, j'ai même plus besoin de méditer pour empêcher ma rhinite chronique de revenir. Et, et puis, mais pour mes autres problèmes, je continue à méditer, hein. Et après, au bout d'un moment, je méditerai pour aller encore plus loin, pour continuer sur le chemin de mon ascension, d'où la notion d'étape ascensionnelle. Et justement, j'en suis arrivé à me rendre compte que non seulement j'avais vaincu ma rhinite chronique, mais que j'avais aussi dépassé la nécessité de me moucher. Je ne m'attendais pas à atteindre ce niveau-là. J'ai commencé à espacer de plus en plus les crises de rhinite chronique, les crises de nécessité de mouchage, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et alors, quand j'ai réalisé que je pouvais rester plusieurs mois sans me moucher, peut-être, je ne sais pas, hein, combien j'aurais pu rester, j'ai choisi d'arrêter symboliquement des dates où je devrais me moucher. Je m'étais dit, je m'autoriserais à me moucher à ces dates symboliques, des dates qui symboliseraient, puisque ma première victoire dans le but que je me suis donné, ce but qui est de faire mon ascension, dépasser mon problème de santé, mais aller encore plus loin ensuite, donc faire mon ascension. Ma première victoire, c'est ma victoire contre ma rhinite chronique, qui est dépassée au point que j'ai carrément dépassé le besoin même, la nécessité même de me moucher. Du coup, j'ai décidé symboliquement de me moucher le jeudi de l'ascension, et ensuite de me moucher le 15 août pour l'ascension de la Vierge. Et puis j'ai choisi d'autres dates que j'ai qualifiées d'étapes ascensionnelles. Et en fait, ça en est arrivé à un stade que je ne me mouche même pas
parce que je me donne le droit, parce qu'en réalité il semblerait que je n'en ai même pas besoin, parce que des fois il y a un jour comme par exemple le jeudi de l'Ascension, je me lève le matin, j'aurai le droit de me moucher, j'oublie, parce que je ne suis pas gêné, j'oublie que j'ai le droit, et puis la fin de la journée approche et je réalise, mais j'ai oublié de me moucher, vite, il n'est pas encore minuit, vite je chope un mouchoir et je me mouche, et je mets la caméra face à moi parce que je veux immortaliser l'événement. Alors, oui, pour moi c'est important. Donc, pour moi, me moucher, le jour de mes étapes ascensionnelles, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Alors, du coup, il y a quelques jours dans l'année, ils sont listés par ailleurs, je ne vais pas refaire la liste, mais il y en a très peu, hein, où j'ai donc le devoir de me moucher, le devoir sacré pour symboliser mon évolution sur la voie de mon ascension. Et du coup, oui, le 1er janvier, donc c'est un jour où voilà, j'ai ce devoir sacré. Et du coup, ouais, donc je me suis mouché le 1er janvier. Bon, il y a d'autres anecdotes qu'il faudra que je raconte sur le 1er janvier, mais je le raconterai une autre fois dans une autre vidéo. Le 1er janvier a été très particulier. Mais ouais, en fait... souvent je me suis dit, j'ai souvent dit le 1er janvier je me mouche, mais je me mouche une fois, hein, parce que c'est pas la fête de la musique quand même. Hein. Et ouais, justement, donc j'ai été mouché le 1er janvier. J'étais éveillé très tôt le matin, hein, le 1er janvier, hein, pas longtemps après minuit. Et je ne me suis pas mouché, hein, des fois je le fais de suite, non, non, j'ai vraiment attendu. En fait, je me suis mouché à un endroit spécifique. Quand je peux me moucher à cet endroit-là, j'aime bien. Ben, ceux qui me connaissent bien vont comprendre, je me mouche devant l'arrêt de bus. Alors j'expliquerai par ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas, mais là je vais rester mystérieux, je ne vais pas en dire davantage. Pour moi c'est très important de me moucher devant l'arrêt de bus. Et du coup je me suis mouché donc devant l'arrêt de bus, il devait être autour de 9 h. Hein. Donc je me suis vraiment mouché par devoir. Et après, j'ai eu quand même des heures de marche, hein, pour rentrer chez moi. Après, ouais, ce jour-là, j'ai marché 16 heures au total. Hein. Et ouais, il est loin l'arrêt de bus. Hein. Et j'avais marché 16 heures la veille déjà. Oui, on a dormi sur place. Hein. Dans une petite hutte en pierre. On a fait le réveillon en haut d'une montagne, dans une petite hutte en pierre. Voilà, ceux qui connaissent un peu se feront une idée. Et voilà, ouais, 16 heures de marche la veille, 16 heures de marche le lendemain, et voilà. Et ben quand je suis rentré, je m'étais mouché qu'une seule fois au total. Et puis, c'est vrai qu'il faisait froid, alors des fois quand il fait froid, tu sens presque la nécessité, mais là je médite pour que ça parte, et ça part, parce que je veux pas quand même être prisonnier comme je l'ai été de ça, et ça part sans, voilà. Des fois, ma mère, elle entend, elle est avec moi, parce que... ah ben, oui, mais ouais, justement, c'est ça aussi une chose qu'il faut que je dise, c'est que j'avais pas dit à mes proches que j'allais faire ça, j'ai attendu qu'ils s'en rendent compte d'eux-mêmes, parce que mes proches me côtoient de tellement près qu'ils ont pu que remarquer les symptômes de marinette chronique. Je savais que beaucoup de gens diraient que je suis fou avec ces théories-là. Alors pour moi, la preuve, elle n'est pas dans l'empirisme, philosophiquement parlant, la preuve, elle est dans la démonstration rationnelle. La preuve n'est pas dans l'observation empirique, elle est dans la démonstration rationnelle. Ce n'est pas en voyant un miracle que tu dois reconnaître le miracle, c'est plutôt en lisant le raisonnement qui démontre la réalité du miracle. Et mon raisonnement démontre qu'on peut faire ce que je prétends qu'on peut faire. Que moi je le puisse ou non, le raisonnement démontre que l'on peut. Enfin, c'est ce que je soutiens. Bon, il faut lire le raisonnement pour voir. Hein. Voilà. Mais la plupart des gens ont besoin de voir le miracle. Mais sauf que le voir, voilà, on sait très bien que nos sens peuvent nous tromper, comme l'a démontré Descartes dans le discours de la méthode. Voilà, du coup, mais bon, comme je sais que les gens préfèrent constater par l'empirisme, alors du coup j'ai choisi de ne pas expliquer, de ne pas exposer mon travail autour de moi, et sachant que que tous mes proches ont constaté sans que je leur explique que je me mouchais beaucoup. Du coup j'ai attendu qu'ils s'en rendent compte d'eux-mêmes. Et la première personne à s'en rendre compte, c'est ma mère. Ma mère, il faut savoir qu'elle se plaignait, elle s'est toujours plaint du bruit que je faisais quand je me mouchais, parce qu'elle a les oreilles très sensibles. Et quand j'étais chez elle, que je devais me moucher, elle me disait d'aller me moucher plus loin. Et comme elle vit dans un petit appartement, ben, bien que j'allais me moucher le plus loin possible, elle m'entendait quand même.
Et du coup, quand j'ai commencé à faire mon ascension et que j'ai cessé de me moucher, ben, ma mère un jour elle m'a dit, sans que je lui ai rien dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te mouches plus? Je lui ai dit, ben oui, je suis en harmonie avec le tout. Et là, je ne pouvais pas tricher, parce que même si j'allais plus loin dans l'appartement, elle m'aurait entendu. Et même si certains proches peuvent croire que je triche, que de temps en temps je trouve le moyen de me moucher, ben déjà, il faut savoir qu'en passant plusieurs heures avec une personne, les gens qui me côtoyaient de près savaient très bien que je ne pouvais pas tenir aussi longtemps. Mais encore, bon, ils peuvent toujours imaginer des choses, mais ma mère, je passe trop de temps avec elle. Elle voit bien que je ne peux pas tricher. Du coup, elle a été la première à reconnaître le miracle. J'ai aussi un moment fêté mon anniversaire avec des amis, et il y avait mon ami Rockwood, et Rockwood a dit, mon ami Rockwood, auteur de bande dessinée d'ailleurs, donc mon ami Rockwood, il m'a dit, mais c'est vrai, tu te mouches plus? Et j'ai dit, ben ouais, je suis en harmonie avec le tout. Et il y a aussi Paul, libraire à BD Fugue à Nice. Ben pareil, il m'a tellement entendu me moucher, rien qu'en allant à la librairie, en passant du temps, en regardant les BD, tout ça, ben, il m'entendait me moucher à longueur de temps. Ben, Paul, un jour, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te mouches plus? J'ai dit, ben ouais, je suis en harmonie avec le tout. Alors, les gens, ils sont obligés de reconnaître le miracle, hein. Peut-être que celui qui est l'auteur de BD, qui m'avait surnommé le saxophoniste fou, ben, s'il me revoit, il va me le dire aussi. Ben, je vais lui dire que je suis en harmonie avec le tout. Ben, parce qu'il y en a qui se mouchent pour moi maintenant que j'envoie tous mes problèmes de santé aux personnes qui m'ont fait chier. Allez, je continue mes méditations, hein, toujours est-il, pour me débarrasser de tous mes problèmes de santé et pour aller plus loin, toujours plus loin. Alors, quand j'ai fait cette grande randonnée entre le 31 décembre et le 1er janvier, et que je me suis mouché vers 9 heures du matin le 1er janvier devant l'arrêt de bus, et après avoir passé la nuit sur la montagne, dans cette hutte en pierre, cette hutte séculaire, ben, après 16 heures de marche en rentrant chez moi, enfin non, j'ai fait une petite halte chez ma mère d'abord. Ben, à un moment quand même, oui, il y a eu peut-être le... Ah, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, je crois que j'ai eu un moment de fatigue. Peut-être que ça a fait perdre un peu le contrôle de mon travail sur moi. C'est ça, ouais, quand même, j'avais des kilomètres dans les pattes, hein. Et en plus, ces derniers jours, j'ai tendance à beaucoup marcher. Du coup, j'ai le fait que ça soit tous les jours, parce que je suis habitué à faire des grandes randonnées, même plus en une journée que ce que j'ai fait à ce moment-là. Mais pas quand tu marches tous les jours, tous les jours, tous les jours auparavant, et beaucoup tous les jours. Et là, c'est ce que je fais en ce moment. Et même si c'est moins que ce que j'ai pu marcher, mais le fait c'est que c'est tous les jours. Voilà, voilà, ou quasiment. Et du coup, là, j'ai eu un moment de fatigue, et à un moment, j'ai senti qu'il y a eu comme la rhinite chronique qui revenait. J'étais prêt à méditer pour qu'elle parte, mais j'ai quand même réalisé, on était le 1er janvier. Alors que j'avais dit à ma mère quand je me suis mouché devant l'arrêt de bus, que je me mouche, que ce n'est pas un droit, c'est un devoir. C'est parce que c'est une de mes étapes ascensionnelles. Ben là, tout d'un coup, j'ai eu cette crise. J'ai failli méditer pour qu'elle parte. On était encore le 1er janvier. Et là, je lui dis, non, mais là, maman, là, je me mouche. Et là, c'est pas simplement un devoir. Là, c'est un droit. Là, c'est mon droit. Du coup, voilà, le 1er janvier, je me suis donc mouché cette première fois. C'était le devoir, mais à la fin de la journée, j'étais trop fatigué, j'ai eu cette crise, et là, voilà, là, c'était mon droit. Là, cette fois-ci, je me suis mouché. Ce n'était pas simplement un devoir, c'était mon droit. Alors là, ouais, ben là, en fait, maintenant, ouais, il y a plusieurs dates comme ça que j'ai évoquées, où j'ai précisé que c'était mes journées d'étape ascensionnelle. Parfois, ça se passer de plusieurs mois, comme entre le jeudi de l'Ascension et l'Assomption, le 15 août, l'Ascension de la Vierge. C'est par rapport à la portée symbolique que j'accorde à certaines dates. La prochaine, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'espère la poster avant quand même. Je n'ai pas toujours le temps de faire le montage aussi, je vais tâcher de le faire. Mais en tout cas, la prochaine, ben, c'est pour le 11 janvier. Ben là, tout simplement parce que 1-11, j'adore ça. Voilà, donc le 11 janvier, ben, je vais me moucher. Après, je me moucherai le 12 février pour le nouvel an aztèque. Parce que ouais, le calendrier aztèque est le premier calendrier pour lequel j'ai développé une passion particulière.
en dehors du calendrier que nous utilisons tous en général en fait. Et après, je vais me moucher le 17 février, bon, c'est assez rapproché, mais c'est l'anniversaire de Jodorowsky, et Jodorowsky, je suis fan. Et après, je vais me moucher le 4 mai, là ça se re-espace, parce que c'est le Star Wars Day. Et puis après, le jeudi de l'Ascension. Et puis le 15 août pour l'Ascension. Ouais, l'Ascension de la Vierge. Et bien après le 15 août, le 18 novembre, pour mon anniversaire. Et puis après, le 22 novembre, ben c'est rapproché, mais c'est le Christ roi, et je médite pour éveiller le Christ en moi. Ben après, à Noël, toujours pour éveiller le Christ en moi. Eh ben, j'avais dit que je ne ferais pas la liste, puis finalement j'ai fait la liste. Ben voilà, la liste complète des jours où je me mouche, et je me mouche pas parce que j'en ai le droit, je me mouche parce que c'est mon devoir. Parce que pour moi, le jour de mes étapes ascensionnelles, me moucher n'est plus un droit. Me moucher est surtout un devoir. Quoi eux? À bientôt. Quoi eux